Bonjour. Bon, ça va, c'est bon, j'ai le même t-shirt. Mais vous le savez que j'enregistre toutes mes vidéos le même jour, en fait, et que je diffuse ça après toute la semaine. Ou alors, je ne me suis pas lavé depuis une semaine. Pensez. J'aimerais beaucoup vous intéresser, en fait, à la Corée du Sud, mais autrement, tu sais, que par le prisme de la Hallyu. Ça me désole, ça me désole. Dès que je poste de temps en temps sur mon Instagram, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, c'est Togengram, où des fois, je mets des commentaires que je reçois, en fait, de Turbo Vanessa, tu sais, des meufs. Tu le sais, en fait, que leur objectif dans la vie, c'est de se marier avec Oppa et c'est tout, quoi. Elles en ont mais rien à foutre de la Corée, mais d'une puissance. Alors que la Corée, c'est un pays qui a une histoire très chargée. Il y a tellement de choses à dire sur ce pays. Et aujourd'hui, j'aimerais vous intéresser justement à un de ces sujets, qui est la DMZ. Alors, si peut-être que vous ne connaissez pas la DMZ, c'est en gros la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Sud et la Corée du Nord. Je pense que vous avez vu pas mal de fois ce genre de zone, vous savez, entre en face les militaires nord-coréens et l'autre côté les militaires sud-coréens. On a même vu par exemple les deux présidents, Kim Jong-un et Moon Jae-in, qui venaient à la frontière pour se serrer la main. Kim Jong-un qui commence à l'inviter directement à passer la frontière et à lui faire une accolade. Enfin, c'était magique comme moment. Il y a même eu Trump, hein, qui est venu directement pour saluer Kim Jong-un à la frontière à la DMZ. C'est une zone en fait où règnent toutes les tensions en vrai. Et aujourd'hui, on va regarder un reportage qui traite de la DMZ en espérant que ça vous intéresse un peu plus à l'histoire de ce pays. On dédicace à toi, Vanessa. Putain, mais putain, là tu imagines une image de ouf quoi. Tu vois une gamine avec une putain de sulfateuse qui est en train de cibler sa prof quoi. Putain, mais il y a quelques jours je vous montrais la discipline au Japon. Les gamins ils sont trop cadrés, ils font des courbettes et tout. Et là, Corée du Sud, t'as une gamine avec une sulfateuse quoi. Oui, ça fait peut-être un petit peu peur aux enfants. Mais ils doivent comprendre la situation de notre pays. Dans un livre scolaire, tout est virtuel. Mais notre pays est toujours officiellement en guerre, et les enfants doivent faire eux-mêmes l'expérience de la défense nationale. Et ce, le plus tôt possible. Ça, c'est quelque chose de très très différent hein, que vous pouvez voir en Corée du Sud. Hein, parce que je sais très bien que vous allez comparer ça à la France encore une fois. Donc voilà, j'abandonne hein, l'idée de vous empêcher de comparer toi à la France. Allez-y, n'hésitez pas, je m'en bats les couilles. J'ai compris que c'était un coup d'épée dans l'eau, de toute façon. Je pose la question, en France, qui serait capable de défendre son pays s'il y a une guerre demain? Si la Russie débarque, qui veut marcher sur le pays, qui va prendre les armes pour se défendre? Je crois qu'il y avait plein de TikTokers, plein de mecs sur YouTube qui avaient fait ce genre de questions. Et tu vois, et la majorité des réponses, c'était bah, tu rigoles ou quoi? Rien à foutre, rien à branler. Voilà, grosse différence. L'armée sud-coréenne ouvre ainsi régulièrement ses bases. Opération de relations publiques et de conditionnement. Oh, même la mamie, quoi. Les Coréens doivent apprendre très... Mais à quel moment, dans quel pays, tu vois une mamie qui est en train de prendre une putain de sulfateuse pour essayer de te péter le... Très jeunes à vivre avec la menace nord-coréenne, à intégrer le risque pour mieux l'oublier. Je n'aime pas cette situation, la séparation de notre pays. Mais autant faire cette guerre rapidement, pour la réunification. Putain. Même sa pote derrière, elle est choquée, quoi. Il faut vite les raser, là. Comme ça, au moins, on repart sur de bonnes bases, tu vois. Je rêve où il y a une Wegugin juste en fond, là. Coucou, ça va? Comme ça, je trouve que c'est un peu hypocrite de la part des Sud-Coréens, tu vois, de dire qu'en gros... En fait, ils ont ce double sentiment où ils sont tristes que la Corée ne soit pas unifiée, tu vois. Qu'en gros, ça soit... En fait, ils sont tristes que juste la Corée du Nord, ce ne soit pas la Corée du Sud, quoi. Voilà. Mais de l'autre côté, ils intègrent très très mal les Nord-Coréens dans leur pays. Les Nord-Coréens, ça peut être quand même des Coréens, ce n'est pas du tout la même façon de vivre, les mêmes codes, les mêmes mœurs. Et quand ils arrivent en Corée du Sud, ils sont mais largués. Et il y avait un autre reportage justement qui parlait de ça, où en fait, tu as des Nord-Coréens qui rêveraient de repartir en Corée du Nord en fait. Parce qu'ils sont tellement mal intégrés en Corée du Sud, ils ont laissé leur famille là-bas, ils se sont échappés en fait. Et du coup, ils ont peur aussi qu'il y ait des giga représailles vis-à-vis de leur famille en Corée du Nord, parce que forcément ils se sont échappés. Donc, tu vois, c'est un peu le double standard que je suis pas trop fan en vrai ici. C'est en mode oui, mais la Corée c'est un pays unifié, il faut qu'on soit tous ensemble, etc. Mais en attendant, quand les Coréens du Nord viennent, vous les traitez comme des Wegugin. Français, Corée du Nord, même combat. Notre situation est inquiétante, bien sûr. Mais moi, j'ai choisi de protéger mon pays. Ça me rend fière. Et la fierté est plus forte que la peur. À quelques kilomètres de là, la frontière avec la Corée du Nord. 238 km de barbelés le long du 38e parallèle. Une cicatrice au beau milieu de la péninsule coréenne depuis la fin de la guerre
en 1953. Nous sommes dans la province de Chorwon. Ici, la ligne de démarcation fait une avancée dans le territoire nord-coréen. Tout autour, c'est la Corée du Nord. Dans les guérites, le long de la frontière, le tour de garde dure une dizaine d'heures. On a affiché les photos des uniformes et des armes de l'ennemi pour pouvoir identifier la menace aperçue dans les jumelles. Vous voyez ici, nous pensons que c'est une zone où les blindés ennemis peuvent attaquer. Donc on a construit cette ligne fortifiée. C'est un relief artificiel. Il n'y avait pas de collines auparavant. Il y a même une partie en ciment. La zone proche de la frontière est sous contrôle militaire, interdite aux civils. Plus d'1 million de soldats y sont basés. Et entre les barbelés du Nord et les barbelés du Sud, un espace de 2 à 4 km de large, un véritable no man's land. La zone démilitarisée où personne ne peut pénétrer. T'imagines un peu le délire, personne ne peut y pénétrer, personne n'y vit, ce n'est même pas un pays entre guillemets, tu vois, ça n'appartient ni au nord ni au sud, c'est vraiment une frontière, le no man's land quoi. C'est fascinant, je te jure, je suis déjà allé à la DMZ, c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Regardez, des daims. Depuis 60 ans, personne ne peut aller là-bas, donc c'est le paradis pour les animaux et la nature. Au sud, le service national dure 2 ans. 2 années passées dans des baraquements le long des barbelés, à observer chaque jour la dernière frontière de la guerre froide. Pour les appelés, la vie quotidienne est d'une rare monotonie. C'est vrai que au final, c'est la dernière frontière de la guerre froide. Hein. C'est Corée du Sud, Corée du Nord, quoi, DMZ, hein, c'est ça. Hein. Seule distraction, les alertes, quasi quotidiennes. Putain. Le problème, tu vois, c'est que moi, tu vois, je vous montre ce genre de choses, tu vois, c'est super sérieux, vraiment. Mais je suis persuadé, comment je m'en mettrai ma main à couper, que tu vas avoir une armée de Vanessa qui vont idéaliser ça, là, qui vont se dire oh, mais regardez Oppa qui passe à l'action. Oh mon Dieu, regardez comme ils sont beaux, ils mettent leur équipement comme ça, ils courent et tout ralenti pour aller défendre la patrie. Putain, c'est un sacré délire, hein. Imagine fausse alerte, quoi. Non mais les gars, on a tout ramené, là. Tout de ma gueule ou quoi, fausse alerte. C'est une simulation, mais l'officier en charge va tout faire pour la rendre très réaliste. Ah, c'est une simulation. Le capitaine Park était cadre dans une petite entreprise de Séoul, et depuis 3 mois, il dirige ce bataillon qui protège la zone démilitarisée. Il y a des ennemis dans la zone. Ils se rapprochent du grillage. Ils passent notre grillage. Ils sont 3, je pense. Ils ont réussi à se cacher. On ne distingue pas très bien. Ils sont 2 ou 3. Ils se rapprochent. Juste devant nous, il y a un poste de combat de la Corée du Nord et plusieurs postes de garde. Donc on doit rester vigilant pendant les exercices. On va utiliser des munitions à blanc. Comme ça, les soldats peuvent vraiment tirer vers la DMZ en imaginant qu'il y a des ennemis. Dans cette simulation, ils peuvent se préparer mentalement à l'action immédiate, quand il y aura une véritable provocation. Alors, l'ennemi est proche, juste devant, 60 mètres. Il est caché, il vient par ici. L'ennemi est à 40 mètres, juste devant. Feu! Et tu te mets à l'abri. Ils disent même pas quoi. Drôle de bataille. Tir à blanc dans la zone démilitarisée. En face, l'armée du Nord ne réagit pas. La routine pour cette guerre immobile. C'est ça, je me disais, là, du coup, c'est à blanc le truc, mais c'est pas beaucoup de bruit, quoi. Parce que j'imagine bien que le Nord en face, tu t'entends des grosses carabines, t'entends des gros MP4 et tout. Tu te dis, bon, les gars, ils sont pas au courant, tu vois. Vous faites un exercice. C'est bon. Un ennemi a réussi à s'enfuir, mais 2 sont morts, c'est bien.
Je suis très tendu comme les autres soldats basés ici parce qu'on est en face de l'ennemi. Sur moi, j'ai toujours des munitions, des grenades. Je suis toujours sur le qui-vive à imaginer une invasion de l'ennemi. On ne sait pas quand ça peut arriver, le jour, la nuit. En tant que commandant aussi, je suis très inquiet. Mais je suis là pour servir mon pays et le protéger sans crainte. La confrontation ne se limite pas aux barbelés le long de la zone démilitarisée. Ah ouais, du coup, ça se passe aussi sur l'océan, les gars. Alors là, vraiment, je veux savoir comment ça se passe sur l'eau comme ça, là. Nous sommes en mer Jaune, autour de l'archipel de Yangpyeong. Des navires de guerre, un patrouilleur qui fait sa ronde dans un détroit un peu particulier. D'un côté, l'île de Yangpyeong, qui appartient au sud, de l'autre, la Corée du Nord. Une frontière maritime contestée par Pyongyang qui menace régulièrement d'envahir la petite île. À la fin de l'année 2010, Pyongyang décide de passer à l'acte. Kim Jong-un est en train de prendre en main l'appareil militaire du régime. Il aurait lui-même décidé de bombarder Yangpyeong. Des centaines d'obus s'abattent sur le seul village de l'île. En 2010? Attends, il a dit 2010? Mais en 2010, c'était pas Kim Jong-un, non? C'était encore son père. Il est mort en 2011, son père. Bon, après, je sais plus s'il y a eu une passation de règne avant, quoi. Du régime. Il aurait lui-même décidé de bombarder Yangpyeong. Des centaines d'obus s'abattent sur le seul village de l'île. 4 morts. Une grande partie des bâtiments détruits. Les premières victimes civiles de la guerre de Corée depuis 1953. Comme quoi, hein. Voyez, on parle souvent de provocations, de trucs comme ça un peu légers et tout, mais ça peut ne pas être que des provocations, quoi. La Corée du Nord peut vraiment passer à l'acte. Voilà. Ça, c'est la trace d'un obus nord-coréen. Il y a un obus qui est tombé là, et les 2 maisons qui étaient à côté, eh bien, elles ont été détruites par le feu. Monsieur Kim possède une petite auberge sur l'île. Mais les touristes qui aimaient visiter ce drôle d'endroit juste en face de l'ennemi ont déserté Yangpyeong. Tu m'étonnes. Bien sûr que je suis inquiet. Tout le temps. J'aimerais m'en aller sur le continent, mais je ne peux pas le faire. Pour ça, il faudrait que je vende ma propriété, ma maison. Mais qui va acheter une maison ici? L'île compte un peu plus d'1 millier d'habitants, pêcheurs pour la plupart. Lors de l'attaque nord-coréenne, ils se sont enfuis sur leur bateau vers le sud. Bien entendu, ils se sont posé des questions sur leur avenir à Yangpyeong. Mais tous, sans exception, sont revenus. Encore aujourd'hui, si on entend un drôle de bruit, beaucoup de gens vont s'enfuir. Il y a beaucoup d'explosions avec les entraînements. Et on est tous un peu névrosés avec ça. Dès qu'il y a un tir, direction la Corée du Sud. Et puis on revient. C'est pas une vie, ça. Une partie des habitants vit toujours dans un centre d'hébergement près de l'école du village. Des conditions spartiates où l'on tente de retrouver une vie normale. J'avais un commerce. Tous mes équipements ont été détruits. Mais j'ai été remboursée de seulement 30% par les assurances. Pour moi, c'est trop dur de recommencer à zéro, avec si peu d'argent. Je n'ai pas de quoi redémarrer. Ça m'énerve d'en être là. Je me demande un peu à quoi ça sert de reconstruire nos maisons ici. Ça sert à quoi dans cette situation si dangereuse? Moi, je suis toujours inquiète. Et pourtant, moi, je suis vieille. Alors, dans quel état doivent être les jeunes? Les travaux de reconstruction sont financés en partie par le gouvernement sud-coréen. Pour Séoul, pas question d'abandonner le symbole de cette petite île, loin de la Corée du Sud, mais juste en face de l'ennemi. Ouais, c'est juste ça en fait. C'est juste une histoire d'ego, d'image, quoi. Ils veulent pas abandonner l'île pour montrer aux Nord-Coréens que, en fait, ça va pas se passer comme ça, quoi. Mais en réalité, imagine-toi dans la situation, t'es dans une petite île comme ça qui est prête à être envahie par le Nord. Il y a 1000 habitants dessus, il y a aucun commerce, il y a rien. Ils vivent que de la pêche et au moindre petit bombardement, au moindre petit son un peu bizarre et tout, ils décident de se barrer. Qu'est-ce que tu veux vivre là-dedans? Il y a plus aucun touriste, hein. Il n'y a plus aucun touriste sur cette île. En même temps, qui c'est qui veut vivre là? Qui c'est qui veut visiter ça? Enfin, moi, personnellement, ça me plairait bien de visiter. Personnellement, parce que je suis taré aussi, mais
ça me dérangerait absolument pas de visiter cette île. Mais c'est vrai qu'y vivre, compliqué. Hein. On doit rester ici. Si les habitants s'en vont, la Corée du Nord va récupérer cette île en un instant. Non, on ne doit pas laisser notre île à la Corée du Nord. Et puis si on quitte Yongbyon, c'est quoi la prochaine étape? Si on commence à perdre du terrain, ça ne s'arrêtera plus. Putain, la manière dont elle regarde le journaliste, on a l'impression qu'elle va l'embrouiller, quoi. Pourquoi tu me poses cette question? Évidemment, quoi, on va quitter l'île. Juste pour votre culture, les amis, vous voyez ce genre de bâtiment là, comme ça, qui font un peu HLM et tout. Parce que je sais que vous adorez comparer à la France, du coup. Non, je vais faire que ça, hein. Je vais vous suivre, hein. Je vais comparer que des trucs à la France. Mais, hein, vous avez vu, le ciel, il est bleu, comme en France. Sachez que c'est pas du tout des bâtiments du style HLM, comme en France ou quoi. Hein. C'est des bâtiments qui coûtent très très cher. Hein. C'est des appartements qui vraiment coûtent très très cher, avec différents systèmes locatifs. Vous avez le Wolsey, le Jeonsei. Et à l'achat, j'imagine même pas combien ça a coûté ce genre d'endroit. Après, ça dépend des villes, hein, parce que là, je sais pas si c'est, j'ai pas regardé si c'était Séoul ou pas là. Mais si vous êtes en dehors de Séoul, évidemment, ça coûtera moins cher. Mais à Séoul, ce genre de bâtiment, à l'achat, c'est facile 10 hoc, 10-20 hoc minimum, quoi. Donc, en gros, 1 million de dollars minimum, quoi. 1 million, 2 millions de dollars minimum. Retour sur la terre ferme. À Séoul, on digère la mort de Kim Jong-il. Les médias continuent de spéculer sur la stabilité de la succession. C'était en 2011, quoi, ce reportage. Mais dans la capitale sud-coréenne, la vie trépidante semble ignorer le risque militaire. Dans les gares, on s'arrête quelques instants pour écouter mécaniquement les nouvelles du jour. On y croise beaucoup d'uniformes. Les jeunes appelés gardent leur tenue même pendant leur permission dans le monde civil. Les stations de métro sont également des refuges. On ne prête plus vraiment attention aux instructions d'évacuation, aux masques à gaz ou aux kits de survie. C'est vrai. Mais depuis la mort de Kim Jong-il, on a pourtant renforcé le dispositif. Quand Kim Il-sung est mort en 1994, le successeur était déjà connu depuis 20 ans, donc la situation n'était pas instable. Mais Kim Jong-un est apparu il y a seulement 1 an dans la politique nord-coréenne. Donc on ne sait pas ce qui se passe, s'il y a des luttes secrètes pour le pouvoir. Pour moi, la situation actuelle est instable. C'est impossible à prévoir. C'est vrai qu'il a popé, pas du jour au lendemain, mais comparé à son père vis-à-vis de son grand-père, Kim Jong-un, c'est vrai qu'il a popé assez rapidement, quoi, dans la vie dans la vie médiatique, je parle des gens, quoi, que ce soit du sud ou du nord. Le mec, il est arrivé, il a pris le pouvoir en un temps, quoi. J'ai un frère et beaucoup d'amis qui sont dans l'armée en ce moment. C'est normal, j'ai 20 ans, c'est l'âge. Mais ça m'inquiète de savoir ainsi leur vie en danger et de penser aussi que Séoul est sûrement la première cible pour le Nord. Car la frontière n'est qu'à quelques kilomètres du centre de Séoul. Depuis les barbelés, on aperçoit les faubourgs de la capitale sud-coréenne à portée de canons de l'artillerie du Nord. Depuis la mort de Kim Jong-il, de nombreux Sud-Coréens redécouvrent cette frontière. On y vient en famille, en groupe, jeter un œil sur l'ennemi en face. C'est vrai que, mine de rien, il y a ce sentiment de... On n'a pas l'impression qu'il peut se passer des dingueries du jour au lendemain dans ce pays, en fait. Ça, c'est commun, tu vois, c'est genre... Moi, de temps en temps, quand on voit des news et tout, tu sais, la Corée du Nord, il va se passer des trucs... Enfin, Kim Jong-un est en train de provoquer le Sud, il fait des dingueries sur le chose. Généralement, j'ai ma mère qui m'appelle pour me dire attention, est-ce que ça va, mon chéri, pas quoi, tu vois. De quoi il me parle, genre oui, j'ai fait caca ce matin, ça va, tranquille, tu vois. Parce que en fait, on vit dans une espèce d'impunité, je vais pas dire ça, mais c'est le calme complet, quoi. On n'a pas vraiment l'impression que, en effet, c'est encore un pays en guerre et qu'en effet, on peut rentrer en guerre du jour au lendemain, tu vois. Pour ça, moi, ça me fera toujours rire en fait, quand t'as des Wagogins qui viennent vivre ici et qui se disent qu'ils en ont rien à foutre en fait de la politique coréenne. Ça, je comprends pas. Ça, c'est vraiment, je comprends pas, tu vois. Moi, si je vis en France, personnellement, la politique française, j'y serais concerné à fond, tu vois. Parce que c'est mon pays, voilà, je vis ici, je profiterai du coup de toute l'infrastructure française. Voilà, je contribuerai à la France, etc. Mais en fait, mon pays aujourd'hui, c'est la Corée, en fait, tu vois. Ça fait une décennie que je vis ici,
je suis clairement concerné par l'avenir de ce pays dans le moment où j'y vis, tu vois. Donc si vraiment il se passe une énorme dinguerie dans ce pays, la guerre redémarre et que ça pète dans tous les sens, crois-moi que les Wagugin qui vivent ici, vous ferez vraiment mieux de vous y intéresser. Voilà. J'avais reçu un commentaire à ce sujet-là, une personne qui m'avait dit « Ah oui, j'ai vu une influenceuse de 23 ans, je sais pas quoi, qui se marie avec un Coréen, et elle dit en fait sur TikTok, déjà, t'as compris, quand ça parle de TikTok, voilà, qu'elle en a rien à foutre de la politique coréenne, elle veut juste en gros enjoy la life et tout ici, ouais d'accord, mais bon, à partir du moment où elle est mariée, qu'elle vit ici en fait, et qu'elle compte vivre sa vie ici, bah elle a plutôt intérêt à s'intéresser en fait à la politique du pays, de son pays, du coup, du pays dans lequel elle vit, donc la Corée, parce qu'encore une fois, ben ses droits et ses devoirs peuvent changer très rapidement en fait. Voilà, encore une fois, la Corée, c'est pas que BTS. J'ai regardé par les jumelles vers la Corée du Nord. Je n'ai vu personne. On a l'impression de voir une véritable ville, mais certains bâtiments sont artificiels, juste pour la propagande. On n'aperçoit pas grand-chose de la Corée du Nord depuis cet observatoire. La plupart des visiteurs ont un proche dans l'armée, ce qui les a conduits ici, pour partager quelques minutes l'ambiance de cette étrange frontière. J'ai un fils dans l'armée. Quand il est parti, je lui ai dit « Si c'est dangereux, ne monte pas au front. Viens vers l'arrière. Rejoins ton frère plus au sud. » Mon fils a bien rigolé et il m'a dit « Et qui va monter la garde cet hiver si tout le monde fait comme ça ?» Je crois qu'il devient un homme responsable. Un peu plus loin, le pont de la Liberté. Pendant les premières années de la division du pays, on s'y échangeait les prisonniers. Mais aujourd'hui, la frontière y est parfaitement hermétique. On accroche au barbelé des messages pour la réunification ou pour les familles séparées depuis 60 ans. Ce vestige majeur de l'histoire coréenne. Ça, c'est une conséquence assez triste aussi, vraiment, le côté de la séparation des familles entre le Nord et le Sud. Qu'après la guerre, justement, des familles ont été séparées, après 53. Il y avait des vidéos qui ont été diffusées sur ça, où tu avais des retrouvailles, tu sais, de mari et sa femme, un coincé au Nord, un coincé au Sud. C'était bouleversant, quoi, vraiment. C'est waouh. T'imagines, tu ne vois plus ta femme, en fait, ou ton mari, depuis plus de 50 ans, quoi. 50 ans, 60 ans. Et ils ont maintenant 80 ans, 90 ans, proches de leur mort, quoi. C'est vraiment bouleversant. Coréenne est devenue une étape touristique un peu folklorique. Des manèges, des restaurants, des vendeurs de babioles. Comme s'il fallait absolument oublier les soldats qui patrouillent juste derrière les grillages. Vous voulez que je vous dise ce que j'ai dans la peau? Eh bien, je pense que les Coréens ne ressentent plus du tout la division de leur pays. Je pense que nous avons oublié le danger. J'ai l'impression que vous, étrangers, vous vous sentez plus concernés. C'est ça, mais c'est ce que j'ai dit, hein. C'est-à-dire que quand on est en Corée, quand vraiment tu vis en Corée, en fait, et que tu fais partie des Coréens, t'as pas ce sentiment-là, en fait, qu'il y a une guerre, que ça peut péter à tout moment. Et qu'en fait, c'est vraiment les gens qui sont à l'extérieur de la Corée, avec toutes les news et tout qui apparaissent, qu'ils en font des tas, tu vois, où c'est constamment, rappel, attention, vous êtes en guerre, hein, attention, oula, faites gaffe. C'est ça. Un homme a décidé de tout faire pour réveiller la conscience sud-coréenne. Park Sang-hak est un réfugié nord-coréen. Depuis 2003, il a créé la première organisation politique regroupant des réfugiés du Nord. Et il les réunit régulièrement au même endroit sur le pont de la Liberté pour envoyer vers le Nord des prospectus contre le régime. T'as le troll, quoi. Les Sud, ils envoient des prospectus, le Nord, ils envoient de la merde, quoi. Ah bah la dictature héréditaire des Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Libérons nos compatriotes de Corée du Nord. Liberté! Liberté! Il y a quelques mois, un agent nord-coréen a tenté de liquider M. Park dans le métro. Depuis, il est protégé en permanence par les services secrets du Sud. M. Park a peu de supporters en Corée du Sud, où l'on ne veut pas faire de vagues face à un régime de Pyongyang qui devient peut-être de plus en plus instable. C'est justement le moment ou jamais pour les 20 millions de Nord-Coréens.
La Corée du Sud, les États-Unis et la Chine ferment les yeux sur la douleur et sur l'oppression de 20 millions de Nord-Coréens. Ils disent qu'il faut conserver le statu quo. Mais pour qui? Pourquoi? On néglige cette tyrannie sans précédent qui fait souffrir mes compatriotes. Nous qui avons fui la Corée du Nord, nous voulons nous battre pour la liberté. La zone frontière est un no man's land, interdit à toute circulation. Tous les accès contrôlés par l'armée. Une poignée de familles vit pourtant dans cet étrange environnement. C'est pas vrai. Putain, vivre à côté de la DMZ... Monsieur Choi s'est installé là pendant le cessez-le-feu. Il vivait avec sa famille un peu plus au nord, mais il s'est retrouvé coincé dans l'autre camp, derrière la ligne de démarcation. On est originaire d'une ville derrière ces montagnes-là. C'est à 1 heure d'ici. Mais j'ai aucun souvenir. Je suis arrivé quand j'avais 5 ans. Oh, t'imagines le délire? Tu viens de Corée du Nord, juste tu t'es installé avec ta famille en fait un petit peu à côté, tu t'es installé trop loin et du coup tu deviens sudiste quoi. T'as pas demandé quoi, c'est genre... Maintenant c'est ici, chez moi. Mon deuxième chez moi. Monsieur Choi vit au milieu des patrouilles de soldats, cultivant ses champs de riz pendant l'été. Autour de lui, on se prépare aux attaques nord-coréennes. Des blocs de béton sont prêts à ralentir l'avancée des blindés. Des bunkers immenses prêts à accueillir les quelques familles qui vivent ici, en cas de bombardement. Après 60 années de ce face-à-face silencieux, Monsieur Choi n'y croit plus beaucoup. Je ne crois pas que la Corée du Nord va nous attaquer. Et puis même s'ils osent, on a une armée très forte et le soutien de l'armée américaine. Je suis pas inquiet. Et puis la guerre, elle a changé de nature. La Corée du Nord attaquera par les airs, par exemple, en bombardant Séoul. Je crois pas qu'ils enverront les tanks sur notre maison ici. À quelques mètres de là, chaque matin, Monsieur Baek n'a que quelques pas à faire pour regarder la Corée du Nord. Là-bas, il y a 2 aigles. Oui, il y a 2 aigles qui approchent. Ils chassent. Ça fait s'envoler toutes les oies. Monsieur Baek a fait de ce spectacle son gagne-pain. Il a obtenu l'autorisation d'ouvrir une auberge où il accueille quelques touristes, soumis à un contrôle militaire à la réservation. Officiellement, on y vient observer les grues cendrées, les canards ou les centaines d'aigles qui pullulent à ses portes. Oh, ils ont presque tout mangé. Il ne reste quasiment plus que le squelette. Ce genre d'endroit qui est super reculé, tu vois, c'était comme l'île de tout à l'heure. Si tu vis pas du tourisme, en vrai, très compliqué, quoi. Alors imagine l'île de tout à l'heure. Il y a même plus de tourisme, en fait. Il n'y a plus de touristes là-bas. Très compliqué. Donc là, à la limite, je peux comprendre hein, que le gars, du coup, tu veux qu'il vive ici? Il va pas faire des allers-retours à Séoul chez lui pour bosser ou un restaurant, quoi, tu vois. Son petit business, là, c'est plutôt une bonne idée. On est sur la ligne de front, mais tout est tellement paisible. Les gens de la ville sont impressionnés, mais moi, je pense que la situation est plus dangereuse à Séoul qu'ici. On est tout près du danger, mais on craint rien. C'est le mec qui se rassure comme il peut, quoi. Mais d'un autre côté, c'est logique ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que déjà, si vraiment il y a une attaque ou quoi, ils vont pas arriver avec des chars, des soldats à pied, tu vois. C'est pas forcément une attaque aérienne et tout, tu vois. Donc, quitte à attaquer quelque chose, forcément qu'ils vont attaquer la capitale, tu vois. Ils vont pas attaquer... Enfin, si vraiment ils veulent une guerre, tu vois. C'est ça que je veux dire. Pas de provocation, pas des petits tirs comme ça à droite, à gauche sur des îles ou je sais pas quoi. Si vraiment ils veulent rentrer en conflit et qu'ils veulent vraiment prendre possession du pays, ils vont attaquer la capitale. Ça se fera forcément par voie aérienne, quoi. Le soir va tomber sur la zone démilitarisée. Pour l'unité numéro 7 de la base de Chorwon, il est l'heure de se préparer pour la patrouille. Une bonne partie de la nuit, elle va longer la zone démilitarisée. La séance de motivation dure plusieurs dizaines de minutes. Nous observons fidèlement les règles et obéissons aux ordres du supérieur hiérarchique. Nous gardons notre honneur et notre confiance d'être unis comme des frères d'armes.
Quand je suis ici, je pense d'abord à la sécurité de mes soldats. Un jour, peut-être, si on élimine le régime communiste nord-coréen, ce sera la réunification. Ce sera la paix. Alors il ne faudra plus, tous les jours, venir vérifier le grillage ou se viser mutuellement avec des fusils. Oh, j'imagine même pas ce jour arriver, quoi. Le seul, des fois, j'ai eu des conversations avec des Sud-Coréens, mais en fait, j'entends de tout, en fait, plein de versions vis-à-vis des Nord-Coréens, de comment, en fait, ils voient les Nord-Coréens, tu vois. Et moi, je crois qu'il y avait un truc qui m'avait le plus marqué, c'était une fois un Coréen, donc un Sud-Coréen, qui m'avait dit en gros qu'il ne voulait absolument pas de Nord-Coréens chez lui, qu'il en avait rien à foutre de la réunification, parce qu'en gros, si toute la population nord-coréenne venait en Corée du Sud, bah, ça augmenterait le chômage, en fait, ils devraient reverser plus d'aides, ça augmenterait les taxes, ils reverseraient plus d'aides pour les aider, etc., etc. Donc du coup, ils préfèrent en gros les laisser crever plutôt que de les accueillir, quoi, simplement. Alors que c'est, concrètement, c'est le même pays. C'est juste pas le même régime, quoi. Mais ce soir, comme tous les soirs depuis 1953, des milliers de patrouilles vont faire les mêmes gestes de chaque côté de la zone démilitarisée. Le long du 38e parallèle, 1 million d'hommes va passer la nuit, l'arme à la main. 1 million d'hommes qui surveillent la frontière. 1 million, les gars. Incroyable ce reportage. Bon voilà, j'espère vous avoir montré une autre partie de la Corée, autre chose que la Hallyu, tout ça, hein, autre chose que le divertissement, en gros, quoi. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, likez, partagez, commentez, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.